Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Merci beaucoup d'être notre invité dans toute franchise ce soir. On va commencer tout de suite en parlant de ces images. Emmanuel Macron qui a dû être mis à l'abri pendant quelques instants au théâtre des Bouffes du Nord à Paris en raison d'une intrusion de manifestants. Et ma question sera celle-ci. Regrettez-vous ce type d'action, le fait d'essayer d'entrer dans un lieu en pleine représentation pour aller chercher le président, ou estimez-vous que ce mode d'action est finalement tout à fait légitime? Bon. Mon avis n'a pas grande importance sur le sujet. Attendez-vous à voir souvent ce genre d'initiative avoir lieu. C'est mondial. Je me souviens qu'en Espagne et dans toute l'Amérique du Sud, il y avait ce qu'on appelait des escraches. Les gens venaient avec des casseroles la nuit et ils disaient « puisque vous nous empêchez de rêver, nous vous empêchons de dormir ». Alors évidemment, il y avait eu beaucoup de discussions. Est-ce que c'était un mode d'action convenable ou pas? Dorénavant, quand il y a une situation d'impasse, de blocage, eh bien, des actions, des initiatives d'un type inédit viennent prolonger les formes traditionnelles de l'action. Alors, aucun responsable politique ne peut dire bravo ou encore, mais il faut regarder les choses avec bonhomie et pas tout dramatiser, faire comme si ce pays était en état de guerre civile, parce que ce n'est pas le cas, quoique il y ait une très grande violence qui se déchaîne contre les salariés. Ça, c'est vrai. Le fait qu'il s'agisse du président de la République à ce moment-là, ça ne change rien pour vous? Ah ben si, c'est un signal, c'est surtout comme ça qu'il faut l'analyser. Vous comprenez, on est devenu une époque très étrange où on demande aux hommes politiques ou aux femmes politiques d'être d'abord des sortes de prêchi-prêcha. Alors on devrait condamner ceci, condamner cela, mais c'est pas notre sujet. Comment en est-on arrivé là? Qui croyez-vous qui soit là ce jour-là? Des gens du commun, et qui ressentent M. Macron comme un monarque arrogant, et qui ne savent comment lui faire entendre leur voix. Voilà ce qui se passe. Iriez-vous jusqu'à dire qu'il est responsable de ce qui lui arrive, ou même qu'il mérite ce qui s'est passé? C'est l'histoire de France, c'est comme ça. On a enterré le roi Louis XV quand il est arrivé sur le trône, c'était le bien-aimé. On l'a enterré de nuit et les gens jetaient des pierres sur son corbillard. C'est l'histoire de France. Il y a un rapport à la France avec ceux qui la dirigent qui est spécial. Et c'est à lui de faire attention d'abord à ne pas donner le sentiment qu'il méprise tout le monde. Et tout le monde aujourd'hui ressent son attitude comme du mépris. Il y a ces phrases qui resteront quand il a qualifié les gens qui ne sont rien dans les gares. Tout ça reste. Il y a une ambiance autour du président de la République, plus le fait qu'il n'arrête pas de leur dire eh ben je ferai quand même ce que j'ai décidé. Les gens sont en grève. Il sait que les gens souffrent, ou alors il ne connaît personne dans ce milieu-là. Ils savent que ça coûte la grève, que ça coûte des sous. Et ceux qui l'ont fait en pleine fête de Noël ont un courage extraordinaire. Il leur a dit bon ben moi je verrai, je vous retrouve le 9 janvier. Toute cette cruauté sociale, tout d'un coup, lui ressaute à la figure. Je pense qu'il est assez largement responsable, y compris de cette situation, même si, évidemment, on peut souhaiter que les personnalités publiques puissent continuer à avoir une vie personnelle. Sur ce mode d'action, aujourd'hui, sur ce plateau, une ou plusieurs personnes ont rappelé que vous, quand des policiers sont venus manifester devant votre siège, celui de la France Insoumise, ça ne vous avait pas plu du tout. Ce n'est pas comparable selon vous? Non, ça n'a rien à voir. Parce que il s'agissait d'un syndicat de police, ce n'était pas des personnes. C'est un syndicat de police est venu manifester devant notre siège. Hein, et on ne sait pas ce qu'ils avaient l'intention de faire. J'ai donc pris la décision d'évacuer le siège et de les laisser devant une structure vide. Parce que je ne voulais pas qu'on s'expose à des tensions, des mots, et j'ai assez payé cher pour avoir protesté une première fois contre un abus de pouvoir judiciaire qui m'était fait. Par conséquent, moi j'ai choisi de faire baisser immédiatement la tension en n'y étant pas. Mais enfin, je rappelle qu'un syndicat de police a pu faire une manifestation devant le siège d'un parti politique sans que ça n'émeuve grand monde. Et peut-être ça va me fournir une occasion de vous dire que j'ai alerté tôt que les choses étaient en train de mal tourner. Et que par conséquent, le régime commet une très grande erreur de ne compter que sur la police pour faire passer ses idées. C'est une très mauvaise méthode en démocratie. J'ai alerté à temps. Nous avons déposé des projets de loi contre l'usage des LBD, contre l'usage des grenades de désencerclement et contre les méthodes de plaquage au sol. On ne nous a pas entendus à l'époque. On a dit, ben vous, monsieur Mélenchon, vous êtes un exagéré en toutes circonstances. Mais j'avais quand même bien raison avec mes amis de dire, c'est maintenant qu'il faut stopper ça, parce que si vous laissez aller,
eh bien, progressivement, vous allez avoir un corps de police qui va être haï par la population, et c'est ce qui se passe. On va revenir sur le sujet. Je continue sur la soirée de vendredi avec le cas de Taha Bouafs. Il se présente comme journaliste des luttes. Il a fait état vendredi sur Twitter de la présence du président dans ce théâtre des Bouffes du Nord. Le parquet a ouvert dans la foulée une information judiciaire, notamment pour participation à un groupement formé en vue de commettre des violences ou des dégradations. Hier soir, il a été libéré. Dans les rangs de la France Insoumise, et vous, notamment, vous vous êtes mobilisé sur Twitter pour demander cette libération. On imagine votre soulagement, mais pourquoi ? Pourquoi quoi ? Pourquoi il faudrait savoir, non ? Les journalistes, vous êtes tout le temps en train de dire que votre liberté est en danger et tout ça. Lui, il est journaliste. Si vous n'êtes pas d'accord, demandez qu'on lui retire sa carte. Mais en attendant, il est journaliste. D'ailleurs, l'information avait été donnée, paraît-il. Excusez-moi, j'ai pas suivi tous les détails. Il y a eu un premier tweet quelques minutes avant. Donc, Taha Bouafs se trouve, peut-être a-t-il lu le premier tract. Il est là, c'est un journaliste. À sa manière, c'est un journaliste engagé. Mais à la différence d'autres journalistes engagés, lui, il dit qu'il est engagé dans les luttes. Et il se trouve là et il signale que le président s'y trouve. Mais alors bon, donc, qu'est-ce qu'il lui reprochait ? Je ne comprends pas. On le reproche d'avoir appelé à la manifestation, d'avoir organisé la manifestation. C'est absurde. D'ailleurs, vous savez très bien que le parquet a refusé son incarcération comme ça lui était demandé. Et vous verrez dans les heures qui suivent qu'on va découvrir que certains l'ont accusé vraiment à tort. Bon, il était là, c'est un journaliste, il dit ce qu'il voit. Bon, voilà. Si vous-même, les journalistes, vous estimez qu'il faut mettre une limite à votre liberté d'expression, moi je suis prêt à l'entendre, hein, mais alors ça devra fonctionner dans tous les cas. Je vous signale que ce n'est pas la première fois. Une fois, François Hollande était au théâtre, et c'est l'une de vos collègues qui avait signalé sa présence. Personne à l'époque ne s'était ému de cette révélation. Je ne peux pas ne pas évoquer le fait qu'il a été candidat de la France Insoumise. Je précise qu'il n'est plus dans vos rangs, hein, bien sûr, mais est-ce que... Mais j'en ai pas honte, moi, de lui. Ah non, mais... il est à sa manière. Hein. C'est pas du tout le propos, mais est-ce que quand même ça apaise d'une manière ou d'une autre dans votre jugement ? Est-ce que vous avez estimé à un moment dans votre réflexion que le fait qu'il ait pu être membre de la France Insoumise ait pu entrer en ligne ? Ça n'a pas d'influence sur mon esprit. Parce que si, par exemple, il s'était levé pour aller frapper le président, j'aurais condamné. Si s'était livré à une violence, j'aurais condamné. Je suis pour la non-violence en politique. Hein. C'est un choix stratégique, moral, philosophique, mais surtout stratégique. Ce n'est pas le cas. Et Taha Bouafs, en effet, a bien voulu être candidat des Insoumis, puis il a pris ses distances avec le mouvement pour des raisons qui lui appartiennent. Ça n'est pas ça la raison, c'est pas une solidarité de gens qui partagent un vote. C'est parce que je crois que il y a une forme d'esprit français qu'incarne bien M. Taha Bouafs, qui est narquois, ironique, qui défie les puissants, et puis on lui doit quand même de nous avoir révélé l'affaire Benalla. C'est donc un journaliste qui sait se mouiller et ne pas avoir peur. En tout cas, dans ce contexte, la secrétaire d'État Marlène Schiappa a parlé notamment sur notre antenne d'un climat insurrectionnel, séditieux, antidémocratique. Jean-Luc Mélenchon, le climat est-il insurrectionnel, séditieux et antidémocratique ? Vous savez, on m'a entendu sur plusieurs plateaux, on me reprochait en quelque sorte d'avoir dit, moi, que nous étions dans une situation insurrectionnelle. Non, nous sommes face à un soulèvement extrêmement ample. Ce n'est pas la situation limite insurrectionnelle qu'en effet nous avions connue il y a un an avec les Gilets jaunes au moment du paroxysme, au moment de, vous savez, le rond-point de l'Arc de Triomphe. On est dans autre chose, mais qui participe de cette longue séquence. Enfin, il n'y a pas besoin d'être un expert en politique pour comprendre que la France va mal et que le lien entre son peuple et sa représentation politique seront de tous côtés. À divers égards, ça me concerne aussi, mais ça concerne surtout le pouvoir. Les gens ne veulent pas cette réforme des retraites, il faut comprendre. Ils ont peur de leur lendemain. Ils ont l'impression qu'on a introduit une insécurité radicale dans leur existence en leur disputant le droit de pouvoir partir à temps à la retraite. C'est-à-dire lorsque le corps ou les nerfs sont usés et qu'il est temps de poser le sac et de passer à autre chose. Vous savez, les retraités ne sont pas inactifs dans notre pays. Ils représentent plus de 40% des élus municipaux. Donc on voit qu'ils se donnent au pays. Mais introduire comme ça la peur sur les revenus des gens, la peur de la pauvreté, rétablir cette peur de la pauvreté qui avait disparu grâce au système des retraites, tout ça pour rien. Parce qu'il n'y a aucun problème avec l'équilibre financier actuel du régime des retraites. Ce n'est pas vrai. Pas avant, paraît-il, 2025. Mais il y a bien des solutions, peut-être va-t-on en parler. Donc les gens, le peuple français est dans cette peur et dans cette incompréhension de la raideur du pouvoir, de son arrogance, des violences policières, comme dit le journal Le Monde, où maintenant, mais même plus de guillemets.
Ce n'est pas normal non plus dans un pays normal. Bon, les policiers sont des gardiens de la paix et on ne finit pas par les ressentir et en avoir peur, comme c'est le cas pour beaucoup de gens. On s'arrête point par point sur justement ce climat et ce qui en ressort ces dernières heures. Il y a notamment une polémique qui est en train de monter autour du tweet de Raquel Garrido, qui est proche de la France Insoumise. Oui. Et elle a tweeté une séquence dans laquelle on voit des manifestants qui scandent « Louis XVI, Louis XVI, on l'a décapité, Macron, Macron, on peut recommencer ». Et elle dit, voilà, en prévision de la grève du 21 janvier. Auriez-vous pu publier un tel tweet, vous, Jean-Luc Mélenchon? Non, attendez. D'abord, Raquel Garrido est une personnalité auquel nous sommes très attachés. Parce que c'est une puissance de réflexion, et puis elle est présente. Bon, alors là, qu'est-ce qu'elle fait? Je vous signale que c'est pas elle qui a dit... elle reproduit des images où on voit des manifestants. Et pourquoi? Parce que c'est la grève du 21 janvier. Vous savez pourquoi, le 21 janvier? C'est le jour de la mort du roi Louis XVI. Et il se trouve que Raquel Garrido, Alexis Corbière et quelques autres font tous les ans une espèce de rétrospective, un banquet, qui est une rétrospective de la Révolution. Moi, ce qui me frappe comme elle, c'est la profondeur de l'enracinement de cette histoire dans notre peuple. La grande révolution de 1789, qui a ouvert l'ère moderne, c'est avec elle qu'a commencé l'ère moderne, selon les propos du poète Goethe, qui était présent à Valmy. Eh bien, elle est présente dans notre peuple. Et je le dis à M. Macron, ne croyez pas que vous ayez affaire à autre chose qu'à des Français, quelle que soit leur religion, leur genre, leur couleur de peau. Les Français sont unifiés par ce glorieux événement où le peuple est devenu le maître. Ça ne s'effacera jamais. Et donc la révolution, à nouveau? Moi, je suis pour la révolution citoyenne, c'est pas une nouveauté. C'est-à-dire que je ne crois pas aux droits de l'homme sans les droits du citoyen. Et d'ailleurs, dans la déclaration initiale, il y a marqué droits de l'homme et du citoyen. Des droits sans pouvoir, Madame Kerouer, c'est dans le meilleur des cas un vœu pieux. En tout cas, concernant ce tweet, il y a des députés de La République En Marche qui commencent à réagir. Oui, c'est leur par boulot. exemple, qui parle du firmament de l'irresponsabilité. Oui, eux, en matière d'irresponsabilité, ils se posent là, parce que il n'y a pas une violence verbale auquel ils n'est souscrit, il n'y a pas un moment où ils n'ont pas jeté de l'huile sur le feu, c'est eux qui ont inventé des expressions comme islamo-syndicalistes, c'est eux qui passent leur temps à montrer du doigt tout le monde, et puis de toute façon, ce sont quasiment des Playmobil, on les voit aussi bien quand ils votent au canon tout et n'importe quoi, et en plus on les voit reprendre comme ça des éléments de langage. Alors chaque semaine, on nous cherche pouille, ça nous amuse, hein, maintenant, on fait un pari pour savoir qui aura droit à l'assaut de la semaine. Bon, c'est Raquel Garrido cette fois-ci. Bon, ils auraient pu se concentrer sur n'importe quoi d'autre. Je pense que les députés de La République En Marche devraient mieux utiliser leur temps qu'à faire les petits procureurs qu'ils sont devenus maintenant d'une manière totalement abusive. Restons sur les mots. Il y a un mot qui revient beaucoup, le mot de radicalisation concernant le mouvement. Le Parisien encore en parle aujourd'hui. Non, c'est le Parisien qui se radicalise, c'est pas les mouvements. Hein. Parce que le Parisien, on dirait qu'ils sont dans l'attente d'un incident. Mais ça, c'est pas une attitude journalistique. Il cite l'Élysée. Selon le Parisien, l'Élysée dit que c'est une fin de manifestation qui se radicalise. Non, mais ça, c'est le rêve de l'Élysée. Ils aimeraient pouvoir enfermer le mouvement social dans des scènes et des spectacles de violence. Et vous avez des journaux qui sont engagés, c'est leur droit. Bon, Le Parisien est un journal engagé qui combat le mouvement social et qui utilise toutes les méthodes et toutes les ficelles. Il n'y a pas que Le Parisien qui parle de radicalisation. Eh bien donc, il y a d'autres journaux engagés contre la grève, je le sais. Donc vous leur répondez quoi à tous ceux qui parlent de radicalisation? Que ce n'est pas vrai. Que ce n'est pas vrai. C'est seulement fait pour faire peur, pour donner l'impression traditionnelle. C'est aussi vieux que le monde et que le monde ouvrier. L'ouvrier, le salarié est une bête pour eux. Et il faut donc sans cesse le montrer dans une forme bestiale, tandis que les maîtres parlent à voix basse. Mais il y a des dizaines de beaux textes de Victor Hugo, de Jean Jaurès, sur ce décalage entre la violence polie des puissants qui peuvent ordonner, par exemple, que tout le monde ne partira pas à la retraite avant 64, 67 ans, exposant les corps, les esprits, les familles à une usure totale, mais ils le font avec une belle voix et l'air suave. Et quand les gens n'en peuvent plus, laissent éclater leur colère, le disent, alors on dit « Ah, regardez, comme ces gens s'énervent ». Les dominants ont toujours fait comme ça. Ils le font avec les femmes, qu'ils traitent d'hystériques quand elles se révoltent contre la situation qui leur est faite. Ils le sont contre les salariés. Ils le sont contre tous ceux qui protestent contre l'ordre établi. Moi, je pourrais vous montrer, Madame Kerouer, des dizaines de photos de moi, le poing fermé, la bouche ouverte, les cheveux en bataille, parce qu'on nous bestialise. C'est comme ça. Qu'avez-vous pensé de la une du Point qui montre Philippe Martinez, le visage extrêmement dur et fermé, avec ce titre, la CGT est en train de... Je vous remercie de... France, puisque bon, je vous remercie de me proposer... Oui, je vous remercie de me proposer la transition, parce que je n'aurais pas fait de publicité pour ce journal qui a vraiment maintenant tellement dérivé
sur les rivages de l'extrême droite que c'est choquant, parce que, bon, vous avez vu la photo à la une, Monsieur Martinez fait des grimaces comme tout le monde, on peut nous prendre... Mais là, on dirait vraiment qu'il a un air méchant, qui veut nous mordre. Pas du tout, Philippe Martinez est un syndicaliste issu du syndicat de la métallurgie. C'est comme tous les salariés, comme les syndicalistes, des gens qui donnent leur vie aux autres, ça mérite le respect. Ce n'est pas vrai que la CGT ruine la France, et encore moins Monsieur Martinez. Alors, puisqu'on est sur ce point, la question de ruiner la France ou pas, on va continuer sur ce qui se passe dans la rue un instant après, mais il y a cette information cette semaine, la SNCF, 1 milliard d'euros de manque à gagner, a annoncé le PDG, avec un plan d'économie, du coup. Est-ce que c'est pas la double peine pour les salariés de se dire j'aurai pas ma paye à la fin du mois parce que j'ai fait la grève, mais en plus maintenant, je vais m'inquiéter. Mais Madame Kerrer, commençons par le début, j'entends votre question. Donc quelle serait la conclusion? Ne faites jamais rien, les gens. Subissez, taisez-vous. Taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. La grève est en droit. Que la grève coûte aux grévistes, c'est une certitude. Que la grève coûte à l'économie, c'est une certitude. C'est pourquoi il faut faire en sorte qu'on n'aille pas au bout d'un conflit avec une telle violence qu'on en soit réduit à ça. Alors après, les chiffres, le PDG de la SNCF, s'il n'est pas capable de gérer la maison autrement qu'en la détruisant, il faut le changer, parce que l'État est actionnaire. Je vais dire deux choses là-dessus. Le plan d'économie, de toute façon, était prévu et a été demandé par la Commission européenne, parce que maintenant que la SNCF est devenue une société, entre guillemets, comme les autres, elle est astreinte aux mêmes règles que les autres, ce contre quoi je suis. Je suis pour le monopole du rail. Je ne suis pas d'accord pour la concurrence dans le rail. Mais ce sont les directives européennes. Ça, c'est la première chose. Donc, pas de comédie, pas de prétexte. Si ça va mal, ce n'est pas la faute des salariés, c'est la faute de la direction de cette entreprise. Vous pensez, comme d'autres grévistes ont pu l'affirmer ces dernières heures, que la SNCF utilise la grève comme un prétexte pour faire passer son plan d'économie? Évidemment, figurez-vous que 80% d'une classe d'âge, dorénavant, est passée au bac. Ça veut dire que la plupart de nos compatriotes savent lire, ils savent décortiquer un texte, ils savent parler. Donc ils savent que le plan était prévu de toute façon. Donc ils voient bien qu'on s'en sert comme un prétexte. Ce qui les rend encore plus en colère en disant non, vous abusez. Tout est contre nous, disent-ils. Vous utilisez tout contre nous. Alors, je vais dire au PDG qu'au lieu de faire peur à tout le monde, il ferait mieux plutôt de s'occuper de ses salariés. Et je vais lui dire une chose, comme député. Vous avez, monsieur, la responsabilité de la bonne santé du personnel, de sa sécurité, des conditions d'hygiène dans lesquelles il travaille. Mais il y en a une au point de départ, c'est ses conditions psychologiques. Alors, de grâce, ne faites pas la feuille de paye zéro au mois de janvier. Étaler les retenues sur salaire pour que les gens puissent respirer et n'aient pas un mois qui soit un gouffre financier pour eux. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de dépasser ce gouffre, ils n'ont pas forcément les économies. Donc ils vont emprunter, donc ils vont se mettre dans des difficultés encore plus grandes. Moi, je vous le demande solennellement, comme député de la nation, monsieur, n'apesantissez pas votre main sur ces gens qui sont déjà en grande difficulté. Étalez les retenues sur salaire pour que les gens puissent respirer et qu'ils puissent pratiquer leur droit constitutionnel à la grève. Parce que si la grève est seulement une bataille d'argent entre les très puissants et les salariés, on devine qui va finir par avoir le dernier mot. Mais vous n'aurez jamais le dernier mot, lui dis-je. Les gens réfléchissent, ils pensent. Et même s'ils arrêtent la grève, ils continuent à penser. Et c'est une marque indélébile qui sera sur leur esprit. On va continuer de développer justement ce mouvement et on va reprendre un peu le fil des événements des dernières heures. C'est notamment une nouvelle vidéo qui a émergé après la manifestation d'hier, tournée par une manifestante, et on voit un policier qui frappe un homme à terre, des coups à la hauteur de la tête, et le policier fait partie d'une brigade d'intervention, alors que l'homme semble plutôt maîtrisé. Je précise que dans cette vidéo, on ne voit pas ce qui se passe avant l'intervention. Le préfet a demandé que la lumière soit faite. Une enquête est ouverte. Enquête ouverte est confiée à l'IGPN, la police des polices. Comment réagissez-vous, Jean-Luc Mélenchon, sachant que le préfet s'est saisi peut-être plus rapidement que dans d'autres cas de l'affaire et que le gouvernement, cette semaine, et le président lui-même ont amorcé un changement de ton, selon certains, sur la question de l'exemplarité de la police, parlant de déontologie? Alors, prenons les choses dans l'ordre. D'abord, il faut rendre grâce à la presse qui, en prenant en charge le thème, parce que pendant des mois, et des mois, pratiquement un an, moi j'ai eu l'impression qu'on était très peu à dénoncer ce qui se passait en disant attention à la dérive. À partir du moment où la presse de référence du pays a commencé à dire, je pense par exemple au journal Le Monde, les violences policières, et en complétant en disant sans s'encombrer de guillemets. L'atmosphère a changé tout d'un coup parce que toute une série de médias ont commencé à traiter un sujet qui jusque-là était caché. Et par conséquent, il a mis mal à l'aise
y compris les partisans, rares et peu nombreux, de la réforme des retraites, qui sont quand même pas d'accord pour que notre pays en arrive à cette extrémité. Vous savez que ces images font le tour du monde, et que dans tous les pays du monde, dorénavant, les dirigeants de droite et d'extrême droite, mais surtout d'extrême droite, se réclament de l'exemple français pour réprimer. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, ne me parlez pas d'IGPN, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas un corps sérieux. 400 plaintes ont été déposées depuis plus d'1 an, et 2 seulement ont eu une suite en justice. Nous avons tous vu des relax prononcés par des relax, des non-lieux ou ce que vous voudrez, par ce corps, donc ça ne marche pas, c'est pas au point. Et dernière chose à dire... Je m'arrête juste sur l'IGPN. Oui, si l'IGPN était indépendant, ça pourrait changer les choses? C'est compliqué. Il faut qu'on ait une bonne discussion parlementaire sur le sujet, parce que qu'est-ce que ce serait une IGPN indépendante, composée de qui? Si c'est une IGPN composée de policiers, on comprend qu'ils aient sur leurs collègues un œil plus bienveillant ou plus indulgent que d'autres. Donc ça mérite réflexion et pas formule à l'emporte-pièce. En tout cas, ce n'est plus fiable. Je pense que c'est à la justice de remplir son rôle, c'est-à-dire au parquet, qui au lieu de se préoccuper de pourchasser les militants, les syndicalistes, les écologistes comme ils le font avec, vous savez, on les défère comme ça. Il y a des jugements qui durent des fois toute la nuit, jusqu'à 4 heures, 5 heures, 6 heures du matin. Ils devraient se comporter différemment et écouter. Mais vous vous souvenez que le parquet de Nice, par exemple, a dit que dans l'affaire de cette femme qui avait été battue, Madame Leguet, elle avait dit « Ah non, non, pas du tout, c'est pas vrai, elle est rentrée toute seule dans le candélabre qu'il a tombé. » Et il a fini par dire « J'ai dit ça pour faire plaisir au président de la République. » Ce parquetier n'a pas été puni. Quant au changement de ton amorcé, et le président qui parle du rappel à la déontologie, Christophe Castaner, le rappel à l'exemplarité, vous n'y croyez pas un instant? En tout cas, c'est ce qu'on semble percevoir. Écoutez, je veux me comporter d'une manière responsable. C'est bon pour le pays que les plus hauts responsables se rendent enfin compte de ce qu'ils ont déchaîné. Mais il ne faudrait pas que la responsabilité qui est la leur soit retirée. Parce que les policiers, ils servent et ils obéissent aux consignes qu'ils reçoivent. Et évidemment, ces consignes les conduisent à aller au contact. Et évidemment, le contact, Madame Kerouer, nous sommes tous des êtres humains, et les policiers aussi. Si bien qu'ils sont conduits à abuser, pour certains d'entre eux, de la force dans des conditions telles que le discrédit se répand sur tout le corps. Alors, nous avons besoin d'une police de gardiens de la paix, pas de maintien de l'ordre, comme on dit, parce que pour l'instant, c'est eux qui créent le désordre. Mais on a donc besoin de gardiens de la paix. Et on a besoin que des limites soient mises d'abord dans les matériels utilisés. Je vous rappelle que le président de la République et M. Castaner savent tous les deux que nous avons déposé une proposition de loi interdisant les grenades de désencerclement et les LBD. La porte-parole du gouvernement interrogée aujourd'hui sur le sujet dit qu'il y a un livre blanc qui est en cours d'écriture avec la question du LBD, le ceinturage aussi au sol. La proposition de loi est prête, nous l'avons déjà déposée, y compris sur le ceinturage au sol. On sait que dans votre viseur, pardonnez-moi pour l'expression, il y a souvent le préfet de Paris, Didier Lallement. Oui. Vous demandez toujours sa démission? Oui, bien sûr, parce qu'il est inapte à cette fonction. Il a été recruté par M. Castaner en raison des violences qu'il avait protégées et même encouragées lorsqu'il était préfet de région, et à l'occasion desquelles le député Loïc Prudhomme, député de la Gironde, avait été battu sans qu'il y ait aucune suite, ni même des excuses, ni même un mot de courtoisie, comme c'est la règle. À l'inverse, le préfet Lallement avait félicité, et moi à l'époque j'avais mis en garde. Et attention, quand un préfet commence à avoir ce type d'attitude, ça veut dire que dans sa tête quelque chose s'est rompu. Et nous l'avons vu quand il a dit à une dame « Nous ne sommes pas dans le même camp ». À ce sujet, Emmanuel Macron, en marge de ses vœux, a dit à des journalistes qu'il avait estimé que le préfet avait commis une faute en disant à cette gilet jaune, en effet, qu'il n'était pas dans le même camp. Bon, ben, tant mieux, parce qu'il est temps que le président Macron se rende compte de ce qui est en train de se passer et qui n'est pas acceptable. Mais vous m'avez parlé du livre blanc. Pas plus tard qu'hier soir, j'ai entendu une syndicaliste de la police, de FO, dire que ce livre blanc n'était pas écrit en dialogue réel avec les policiers qui sont sur le terrain. Et son discours m'a paru intéressant. Bon, elle faisait son devoir qui était de dire que tout va bien, mais elle disait quand même quelque chose de très important. Ce n'est pas juste que la police soit utilisée comme une réponse aux problèmes économiques et sociaux. Et je trouve que de sa part, il y avait beaucoup de clairvoyants. Et de même, elle ne voulait pas, ce qui est aussi mon point de vue, que les comportements excessifs, les abus de pouvoir, la violence soient imputés d'une manière générale à tout le corps, parce qu'il y a dans la police des gens qui résistent, qui ne sont pas d'accord avec ça, mais qui, hélas, aujourd'hui, sont non seulement tenus en minorité, mais souvent impressionnés par les plus violents qui font peser sur eux toutes sortes de menaces. Je pense par exemple au syndicaliste M. Langlois du syndicat Vigie, qui est
horriblement maltraité, alors qu'il est l'homme qui a dénoncé l'usage des LBD. C'est un policier. Jean-Luc Mélenchon, il y a beaucoup de questions, mais questions aussi sur la CFDT. Je pense que c'est important d'y revenir. L'intrusion dans les locaux de la CFDT, c'était vendredi, par des manifestants. Laurent Berger a dénoncé une agression verbale, physique. Les participants ont démenti la violence. Mais Philippe Martinez, aujourd'hui, dénonce et condamne toute forme de violence. Vous appelez au calme. Moi, je suis sur la position de la non-violence dans l'action. Je l'ai déjà dit tant de fois que je me suis étonné qu'à intervalles réguliers, on m'impute toutes sortes de violences avec lesquelles je suis en désaccord, parce que j'ai mon âge, mon expérience politique, non seulement en France, mais dans le monde. Donc je sais que la violence n'a jamais servi ceux au nom desquels je parle. Nous avons toujours été les premières victimes de la violence, y compris de celles que déclenchaient nos amis. Parce que quand c'était une violence en bataille rangée, nous perdons. Nous sommes jugés, nous sommes condamnés. Lorsque c'est une violence armée, comme ça s'est produit dans certains pays de l'Amérique latine, les premiers qui meurent sont les militants les plus enthousiastes. Vous appelez au Par calme. conséquent, je sais pas au calme, je n'appelle pas au calme. J'appelle à l'insurrection, j'appelle à l'insoumission, j'appelle à la rébellion, mais j'appelle à la non-violence. Donc on ne se résigne pas. Ne soyez pas un troupeau de moutons que l'on conduit et que l'on tond. Mais ne soyez pas pour autant, ne commettez pas l'erreur, mes amis, de tomber dans le piège de la violence, parce que c'est ce qui l'adversaire n'attend que ça. C'est de pouvoir vous montrer aux yeux de toute la population comme ceux qui sont responsables de la violence, dont il est le seul responsable. Voilà. Pour moi, le responsable de la violence, c'est M. Macron, c'est M. Castaner, et ne parlons pas de la déplorable Mme Belloubet, soi-disant ministre de la Justice, qui couvre tout et protège tout et approuve tout. Laurent Berger est-il un adversaire, en tout cas politique? Non. Attendez, Laurent Berger, je pourrais, moi, dire, écoutez, il n'est pas franc du collier avec moi. Hein. Quand il y a eu une manifestation de syndicalistes devant mon siège, il n'a pas protesté. De même, quand j'ai fait l'objet d'un abus de pouvoir judiciaire, il n'a rien dit. Mais Laurent Berger ne doit pas être traité d'une manière qui serve le contraire de nos idées. Bon, Monsieur Laurent Berger est à la tête d'un syndicat. Les syndiqués dont il est le secrétaire général sont contents de lui. Il faut le prendre comme un fait politique, comme un fait social, lui dire qu'on est en désaccord avec lui quand on l'est, mais ne pas amener à une situation où on passerait notre temps à se disputer entre syndicalistes, à se disputer entre gens qui manifestent. Sur les syndicats, vous aviez appelé avant les fêtes de Noël, je crois, un comité national d'action. Oui. En somme, une alliance avec les syndicats pour continuer la lutte. Alors, on est où? Est-ce que c'est lettre morte? Et si c'est le cas, est-ce que vous le regrettez? Ça n'est pas engagé, c'est tout à fait clair. Moi, je suis un partisan invétéré de la convergence, non seulement des luttes, mais des actions. C'est-à-dire que je crois qu'on est affaibli quand les syndicalistes, les militants politiques que ça intéresse, et les associatifs, et les assemblées citoyennes, courent chacune dans leur couloir. Je suis pour qu'elles se fédèrent. Je suis donc partisan de la stratégie de la fédération populaire, et j'estime que ça vaut aussi bien pour la lutte que pour les élections. Alors, évidemment, ces choses-là, on ne peut pas les faire à la va comme te pousse. Bon, une fois, je me suis avancé beaucoup sur la scène avec mes amis, les députés insoumis, au moment du Code du travail, si vous en souvenez. Alors, on avait appelé à une marche et tout ça. Et le résultat, on avait eu un beau succès avec la marche, mais c'est qu'on donnait l'impression qu'il y avait une compétition, qui était d'ailleurs attisée par de bons esprits que ça amusait, entre les syndicats et nous. Alors, donc, première tâche, ne pas aggraver, ne pas donner le sentiment de la division. Alors, j'ai demandé à M. Martinez, que je croise. M. Martinez est un secrétaire général qui est présent dans les luttes. On le voit dans les piquets de grève, etc. C'est pas le cas de tous les autres. Mais lui, oui. Alors, j'ai eu l'occasion de le croiser, de lui dire qu'en penses-tu? Et il m'a dit, écoute, nous, c'est un peu difficile pour nous de participer à un comité de soutien. C'est nous qui faisons l'action. Donc, il va de soi qu'on soutient notre propre action. Et il m'a encouragé à plutôt donner, à créer des initiatives où se rassembleraient des gens qui ne seraient pas directement des salariés. Alors, ça veut dire des personnalités, des organisations politiques. Eh bien, faisons-le. L'essentiel pour nous est d'aider, de se rendre utile, pas de créer des chicayas à propos de formes d'action. Comment ça, quelle structure? Écoutez, le député Coquerel a été chargé, insoumis Coquerel, a été chargé par notre groupe d'aller au contact pour voir quelle forme on pouvait mettre en avant. Mais d'ici là, on ne va pas rester les deux pieds dans le même soulier. Il faut continuer à collecter des sous pour les donner aux grévistes. Il faut participer aux journées d'action. Moi, j'ai appelé les insoumis partout dans le pays à s'impliquer et à aller fraterniser sur les piquets. Des petites choses, Madame Carroir, qui vous feront peut-être sourire, mais quand ils sont sur un piquet de grève au bout de 30 jours de grève ou de 40 jours, le simple fait de venir, de dire des mots d'affection et de fraternité,
d'apporter des petites choses. Vous savez pas le bien que ça fait aux gens. J'ai vu l'autre jour une bande de gamins qui avaient décidé de faire des gâteaux, ça peut paraître curieux, pour les vendre, pour amener des sous à un piquet de grève. Les gens en étaient émus aux larmes. En ce qui concerne le travail collectif au Parlement, vous avez tenté la motion de censure. Oui. Bon, on vous a dit, le PS et les communistes, c'est pas franchement le moment. Est-ce que vous allez y retourner un peu plus tard avec cette motion de censure? Oui, bon, on a proposé ça, honnêtement. Je n'imaginais pas qu'ils puissent rejeter cette idée. Alors, leur argument, c'est qu'on ne met pas une motion de censure en début de débat. Bah si. D'ailleurs, on le fait très régulièrement. La censure, c'est une censure sur le gouvernement. Il ne s'agit pas d'un texte en particulier, mais le texte en particulier, Madame Kerouer, pardon, c'est un peu de la technique, il y aura une motion de rejet en début. En tout cas, nous, on va en déposer une. Si j'ai bien compris, ni les communistes ni les socialistes le feront. Alors, ça me paraît étrange. Moi, je suis pour rejeter le texte et censurer le gouvernement. Alors, peut-être qu'on vous dire, c'est perdu d'avance, ben, peut-être bien, mais la démocratie parlementaire doit jouer. Madame Kerouer, regardez le nombre de choses que nous payons avec cette histoire de loi sur les retraites. Des violences policières, avec beaucoup de violences dont les policiers vont aussi pâtir, et les gens. Des souffrances économiques terribles pour les gens qui sont dans la grève, mais aussi pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou ne peuvent pas faire des affaires à ce moment-là. Nous allons subir une violence parlementaire. On va nous mettre un texte avec des trous dedans. C'est la première fois qu'on verra un truc pareil. Déjà, avant, les gens disaient « Oh là là, les ordonnances, c'est pas croyable, on donne tous les pouvoirs au gouvernement. » Mais là, on va nous donner à voter un texte avec des trous sur la date de départ. Est-ce qu'il y a un âge pivot? Est-ce qu'il y a un âge d'équilibre? C'est quand même incroyable. Donc, il y aura motion de censure. Ce n'est pas possible, nous ne sommes que 17. Alors, sur la question... Nous devons être 60. La question, donc, mais vous ne perdez pas espoir pour une prochaine échéance? Oui, mais je ne sais pas, peut-être que la droite va, elle a les moyens de déposer une motion de censure. Alors sûrement que leur texte n'est pas fameux. Mais vous pourriez signer une motion de censure portée par la droite si nécessaire? En tout cas, la signer non, parce qu'ils vont écrire des horreurs. Et on ne peut pas les cautionner. Mais la voter, oui, sans doute. Alors, sur le travail en commun, Fabien Alors, Roussel, d'ailleurs, je mets au pied du mur. Moi, j'aurais préféré qu'on ait notre motion de censure à nous. Hein. Et d'ailleurs, j'ajoute que quand on la dépose, tout le monde parle. Hein. Tout le monde a le droit à la parole, pas seulement ceux qui veulent censurer. Il y a ceux qui sont contre et les différents partis, groupes représentés au Parlement. Bon, nous ne pouvons pas l'avoir puisque socialistes et communistes ne veulent pas la déposer. Mais si la droite qui prétend combattre le projet dépose une motion de censure, oui, nous la voterons. Alors, juste pour finir sur le mouvement, j'imagine que vous ne parlez pas d'essoufflement, mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la grève classique telle qu'elle existe, c'est-à-dire grande mobilisation dans la rue, grève dans les transports, est terminée, mais que ça passe à autre chose? Et quelle est cette nouvelle forme qu'est en train de prendre cette contestation aujourd'hui? Alors, vous faites bien de signaler que lorsque la grève se ralentit ici ou là, ça ne veut pas dire que les gens ont changé d'avis. Hein. Faudrait quand même bien distinguer les choses. Je vais vous dire que ceux qui reprennent le font en larmes. Hein. C'est très dur pour eux, après un sacrifice pareil, de devoir reprendre pour certains d'entre eux. Mais les formes d'action, il va y en avoir d'autres. D'abord, il y a des secteurs. D'abord, la grève 1 n'est pas finie. 2, je parle de la grève des transports, parce que c'est celle qui s'observe le plus. Mais dans tous les autres secteurs de la population, vous avez une ébullition. Dans la santé, avec les médecins, les chefs de service qui démissionnent de leurs responsabilités, chez les avocats, chez les gens de culture, chez les enseignants. Partout, il y a des mouvements. Alors, ne croyez pas, et je mets en garde M. Macron, qu'il ne se trompe pas sur le sens des événements. Il ne peut pas penser qu'il a réussi à refermer le couvercle. Ce n'est pas vrai. Il va donc y avoir des formes très diverses. Alors, Madame Kerouer, si on n'entend pas les gens quand ils font le sacrifice de leur paye, ne vous étonnez pas qu'ils fassent monter le ton derrière. Hein. Mais ça, en seront responsables ceux qui ont laissé pourrir la situation. Je tiens à vous parler de l'élection présidentielle. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon? Parce que Marine Le Pen a dit cette semaine qu'elle se lançait dans la campagne. Je vais reparler de Marine Le Pen. Mais j'ai envie de reprendre des nouvelles de votre candidature à vous. On s'en était parlé au mois d'octobre. Est-ce que vous avez avancé sur le sujet? Moi, je vous ai dit, je ne cherche pas à me défiler. Je sais que j'ai une décision à prendre. Je la prendrai le moment venu et lorsque les circonstances me permettront d'apprécier correctement le contexte. Mais aujourd'hui, franchement, le centre du monde, ce n'est pas les candidats à la présidentielle. Puis il y a un truc un peu pervers dans cette affaire. Alors, en gros, on dirait aux gens, écoutez, arrêtez tout ça, de toute façon, on se retrouve à la présidentielle. Non, non, pas question. Il faut que la vie démocratique du pays ait lieu, qu'elle ne soit pas étouffée par la monarchie présidentielle. Quelles sont ces circonstances qui vous amèneront à dire, qui vous amèneront à vous verrez, parce que je suis un rusé stratège.
Et c'est le bon timing. Mais c'est quoi, la deadline, comme on dit encore une fois? C'est ma manière d'évaluer les choses avec mes amis. Je fais rarement les choses tout seul. Madame Le Pen, elle annonce qu'elle est candidate. C'est pas pour nous fournir un sujet de conversation. C'est pour faire taire les éventuelles oppositions internes de son mouvement, qui disait on se prépare pour le cas où il faisait semblant de dire si jamais elle ne voulait pas être candidate parce que la dernière fois elle a eu beaucoup de mal, tout ça, alors on préparerait autre chose. Donc alors. Elle a mis point final, c'est moi la candidate, terminé, je ne vois qu'une seule tête. C'est une méthode, ça la regarde, à la fin ils voteront, mais je pense que ça a un sens interne. Elle veut, contenir, maintenir, diriger la situation interne. C'est pas un message pour le pays. Qu'est-ce que vous croyez que le pays en a à faire de savoir qui va être candidat en 2022? Il sera bien temps de le voir. Elle n'a pas pris une longueur d'avance en se déclarant Marine Le Pen, là? Peut-être une longueur de retard, parce que vous savez, la vie politique aujourd'hui, ça use, hein. Et Ségolène Royal, alors? Ségolène Royal qui lance son association, vous l'avez suivi très certainement, elle se dit prête pour 2022. Elle veut être la troisième voie, en tout cas, elle va observer l'état du pays et voir si elle sera cette troisième voie face à Marine Le Pen, à Emmanuel Macron. Mais pas face à vous, du coup, Jean-Luc Mélenchon. Je pense que tout le monde va dire ça. Hein. Serait-elle une concurrente pour vous, Jean-Luc Mélenchon? Je pense que les candidats seront tous concurrents. Déjà, on commence à connaître le tableau. Alors donc, pour les forces de la gauche traditionnelle, donc nous avons Madame Ségolène Royal qui vient de s'avancer et de proposer sa candidature. Les communistes ont dit qu'ils auront une candidature. Les Verts ont dit qu'ils auront une candidature. Peut-être y aura-t-il une candidature d'extrême gauche. On retrouve un tableau assez commun des différentes élections. Moi, j'aurai le moment venu avec mes amis à évaluer ce qu'on fait et quelle sera la candidature insoumise, parce qu'il y en aura une. C'est quand le moment venu? On verra, je ne sais pas, peut-être dans l'année 2021. Moi, j'ai souvent pensé que c'était la bonne longueur. Mais peut-être qu'il faudra attendre plus tard, parce que vous savez qu'en 2021, il y a une élection qui aura lieu au mois de juin. Donc ça peut aussi contrarier le calendrier. Tout ça, ce sont des spéculations. Ce que je veux dire, c'est que si on en est au point que des gens pensent que ça vaut le coup, 2 ans avant, d'annoncer sa candidature, comme le font Madame Le Pen et Madame Ségolène Royal, c'est qu'elles sentent qu'il y a dans la situation politique une extrême fragilité. C'est celle de M. Macron qui joue son va-tout sur le fait de passer en force. Mais je l'invite à réfléchir aux exemples qu'ont donnés ses prédécesseurs, qui n'étaient pas si mauvais présidents que ça ne lui vaille le devoir de s'en inspirer. Le président François Mitterrand a su s'arrêter. Je pense à l'école, la réforme sur l'école privée. Il a su s'arrêter, parce que le pays était arrivé à un point d'exaspération, de tension. Et aussitôt, la situation est revenue à la normale. Ça n'a pas empêché le président Mitterrand de gagner en 1988. Le président Chirac a arrêté au moment de la réforme de l'enseignement supérieur, puis au moment déjà du régime, de la réforme des régimes spéciaux. Par conséquent, quand on est en démocratie et qu'on est président d'un grand peuple comme le peuple français, c'est pas une honte de retirer un texte. C'est une manière de rendre possible la respiration du pays. Monsieur Macron a tort de croire qu'on gouverne les Français en humiliant une partie du pays. Il a tort de le croire. Ici, les gens sont des rebelles et des insoumis de naissance, même s'ils ne votent pas tous insoumis. Jean-Luc Mélenchon, c'est l'heure de l'interpellation de Guillaume Tabar, éditorialiste au Figaro. Bonsoir Guillaume, vous avez suivi l'interview depuis la régie, depuis les coulisses. Et vous allez nous dire ce que Voici un gauchiste qui arrive. Vous allez nous dire ce que vous en avez pensé. Bonsoir Monsieur Mélenchon. Bonsoir Monsieur Tabar. Je vous ai écouté effectivement attentivement, notamment lorsque vous avez parlé de la question de la violence. Et j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu deux poids, deux mesures dans vos propos. Je vous ai trouvé très intraitable, très virulent lorsque, face aux violences verbales des élus de La République En Marche ou de celles du Président de la République. En revanche, lorsqu'elles viennent de gens qui vous sont plus proches, vous parlez de bonhomie, à propos de l'intrusion au bout du Nord, à propos du tweet de Raquel Garrigo, vous potez un peu en touche en disant qu'elle fait un éloge général de la Révolution, alors que le tweet qu'elle relaie parle bien de décapitation de Louis XVI et on commence pour Emmanuel Macron. Donc là aussi, il y a un peu peut-être de poids de mesure. Ma personne est sacrée, hein, cette phrase vous dit c'est vrai, ça reste vrai. Ça reste vrai pour tout député. Voilà, et je vais peut-être vous surprendre, je vous donne raison sur ce point-là. Merci Monsieur Tabar, enfin un lettré dans ce pays. En tant qu'élu de la République, vous avez raison, mais est-ce qu'à ce moment-là, le président de la République aussi, on ne peut pas dire, est-ce que vous-même, vous ne devez pas dire, sa personne est sacrée et on ne s'en prend pas au président de la République, y compris comme ça a été le cas vendredi? Écoutez Monsieur Tabar, d'abord que je critique les députés de la majorité,
est quand même assez bien dans la répartition des rôles. Je ne botte pas en touche par rapport à Raquel Garrido, pour qui j'ai une immense estime, que je trouve drôle, intelligente, et son tweet nous sert parce que nous avons toujours intérêt à brasser la braise de la révolution de 89. Vous le savez très bien. Décapité. Mais bon, évidemment, mais c'est 89, enfin, Monsieur Tabar. Alors on ne peut plus prononcer aucun mot. Il faudrait dire que quoi? Que Louis XVI a été décollé? Enfin, c'est assez horrible pour qu'on se comprenne. Je ne crois pas que Madame Garrido appelle à décapiter Monsieur Macron. En tout cas, elle ne le fait pas, je ne le fais pas, personne ne se propose de décapiter qui que ce soit, nous sommes contre la peine de mort, et voilà. Mais ce sont des images, Monsieur Tabar. N'allez pas vous-même ajouter à une dramatisation qui ne sert absolument à rien. Alors, une fois qu'on aura mis ça de côté... C'était peut-être juste nécessaire de clarifier, comme vous venez de le faire. Oui, merci, mais je vous suis reconnaissant. Et je ne fais pas deux poids, deux mesures. Je condamne je ne suis pas d'accord avec les stratégies de la violence. J'ai déjà expliqué des dizaines de fois pourquoi, et il y a un instant, Amélie Carrère m'a permis de reprendre cette argumentation. Donc je vous demande bien d'entendre que ce n'est pas une stratégie tenable. Et c'est pas à vous, Monsieur Tabar, que je m'adresse à cet instant, c'est à mes amis qui y seraient tentés. Je vais vous dire plus, réfléchissez à l'histoire de France, récente, après 1968. Dans plusieurs pays se sont constituées des organisations extrêmement violentes à l'extrême droite et à l'extrême gauche. Nous avons eu les Brigades Rouges en Italie, nous avons eu la bande Abadère en Allemagne. Mais en France, nous n'avons rien eu de tout ça, sinon une petite équipe qui s'appelait Action Directe, bon, qui a procédé à un assassinat d'ailleurs, mais ça n'a jamais pris. Renaud, oui. Oui, ça n'a jamais pris. Pourquoi? Parce qu'il y avait une solution politique qui était l'union de la gauche et semblait se dessiner la victoire électorale. En France, actuellement, c'est l'émiettement électoral. Et les gens se disent, mais il n'y a pas d'issue. Alors, allons-y par l'action. On fait l'action, ça ne donne rien. On ne nous écoute pas. Si bien que les secteurs, certains esprits, se sentent encouragés à dire, ce qu'il faut, c'est, allez, il faut que ça pète un bon coup, bon, que ça pète un bon coup, moi ça me dérangerait pas, mais que l'action devienne violente, si. Voilà pourquoi nous devons toujours mettre les situations dans leur contexte, éclairées par l'histoire de notre patrie, qui nous apprend beaucoup. La France vient pas de naître. Donc il faut que chacun incarne cette expérience. Voilà. Alors après, que me demandiez-vous? La personne du président de la République. Je ne suis pas pour qu'on le violente, c'est tout à fait clair. Je le combats durement. J'espère que, d'ailleurs, à mon avis, c'est plus la peine qu'il se représente, il a perdu, parce que l'état d'esprit aujourd'hui est tout à fait dans ce sens. Je suis stupéfait du nombre de gens qui viennent me dire, moi, quoi qu'il arrive, plus jamais je ne revoterai pour lui. Tellement il a exaspéré les gens par le mépris qu'il a. Vous savez, jamais la droite dans le passé... Mais donc vous condamnez toute mise en cause physique. Mais arrêtez de me transformer. Hein? Je suis pas le curé du village. Allez dire je condamne ci, je condamne là, le bon Dieu vous dit de faire ci. Non, moi je dis aux gens, n'adoptez pas de stratégie violente. Mais là, bon, ils ont voulu se moquer de lui. Qu'est-ce que vous voulez? On est en France, Monsieur Tabar. Alors le peuple français, il est rebelle, il est narquois, il n'aime pas les monarques. En même temps, il les aime à d'autres moments. Mais le plus souvent, quand il entre dans l'action, le spectre de la monarchie française est là, ils n'en veulent pas. Mais vous êtes un lettré, vous le savez bien, toute l'histoire de la Rome antique, la Rome républicaine est surplombée par un personnage, le roi. Tout le monde prétend combattre le roi alors qu'il n'y en avait plus depuis, à la fin, c'est depuis plusieurs siècles. C'est comme ça, l'imaginaire des peuples est composé de leur histoire. Je trouve bon l'imaginaire des Français, peuplé par le souvenir de la grande révolution de 89. C'est un rêve d'égalité et d'universalité auquel, pour ma part, je n'ai pas renoncé. Jean-Luc Mélenchon, autre question de Guillaume, cette fois sur les élections municipales. Oui, là, on va c'est un sujet beaucoup plus politicien et peut-être même très technique. Oula. Vous savez qu'il y a le ministère de l'Intérieur qui a pris une circulaire pour permettre ce qu'on appelle un nuançage politique, mais uniquement dans les communes de plus de 9000 habitants. Avant, c'était 1000 habitants. Beaucoup de partis de l'opposition, à droite et à gauche, s'insurgent contre cette circulaire Castaner. Vous aussi, elle vous indigne et vous demandez son retrait? Alors, oui, déjà, on va dire une chose, Monsieur Tabar, vous et moi, nous avons beaucoup observé dans le passé, donc disons que cela n'innove pas trop. Hein. Auparavant, Monsieur Valls avait arrangé un nuancier qui était absolument incroyable. On retrouvait le modem pratiquement dans toutes les combinaisons d'union de la gauche et c'était destiné à montrer qu'ils avaient plus de voix qu'ils n'en avaient réellement. Les élections municipales ont été longtemps incomprises par les dirigeants politiques qui pensaient que le maire était la personnalité la plus aimée, que donc tout le monde irait voter, sans s'apercevoir que l'abstention aussi au municipal allait croissante à mesure que la population percevait que les centres de décision sont sortis de la commune pour aller dans les métropoles et d'autres constructions bizarroïdes qui surplombent tout le monde, on ne sait pas qui dirige et qui commande. Alors il y a une distanciation qui s'est faite. Alors M. Castaner s'est dit bonne occasion de rayer de la carte tout ce qui me gêne. Alors
je sais pas que nous ayons plus d'insoumis dans les petites communes que dans les grandes. Je dis seulement que quand vous faites une évaluation dont vous avez expulsé 50% de la population et 96% des communes, bon, franchement, on lui dit, écoutez, vous abusez, monsieur Castaner, mettez au moins, soyez moins rustique, hein, utilisez des méthodes un peu plus fines pour changer les résultats. Si vous tenez à tout prix à les changer. Alors, je pense que c'est pas une bonne idée ce qu'ils ont fait. Alors les gens se sentent offensés. Comment on me compte pas? Ils sont indignés. La porte-parole du gouvernement cette semaine a justifié la décision en disant que beaucoup de maires de petites villes réclamaient de ne pas se voir accoler une étiquette partisane. Mais bien sûr, mais c'est possible. On peut marquer sans étiquette, et on fait la nuance sans étiquette. Et justement, c'est ça que ne voulait pas le système, le régime macronien. C'est qu'on s'aperçoive que, à la base du pays, dans les petites communes, qui sont quand même la structure de base de la démocratie française, les gens en sont à se dire « Ah, nous, on ne veut être assimilés à aucune organisation politique parce que ça crée que le bazar chez nous. » Voilà ce que se disent les gens. Alors on dit « Je suis sans étiquette. » Vous savez, nous aussi, on est embêtés, hein, parce que maintenant apparaît dans le nuancier insoumis. Problème, le mouvement insoumis a décidé qu'il n'y aurait pas de liste insoumise. Alors qu'est-ce que nous sommes? Des divers gauches, des insoumis, des sans étiquette. Mes amis sont souvent perplexes. Alors j'en profite que je suis à la télévision pour dire il n'y a pas de liste insoumise en France, il y a des insoumis dans des listes et de préférence des listes citoyennes, puisque c'est notre but que les élections municipales servent au moins à ça, à augmenter le niveau d'auto-organisation populaire. Je ne vous dis pas que c'est le plus simple. Hein. Jean-Luc Mélenchon, on en vient à la question de Guillaume sur le plan d'Emmanuel Macron, sur la lutte contre l'islamisme, le communautarisme. Oui, on attend des mesures du chef de l'État, ça fait plusieurs semaines qu'il les annonçait. Déjà sur le diagnostic, est-ce que vous partagez le constat qu'il fait qu'il y a aujourd'hui une menace communautariste et que ce communautarisme viendrait d'un islam politisé en France? Qu'il y a un islam politique en France, c'est évident, mais il n'est pas le seul. Hein. Il est menaçant cet islam ou pas? Dans toutes les autres religions, on trouve des exagérés qui veulent faire de leur religion un discours politique. Il ne va pas prendre pour le pouvoir. Ma position, c'est pas de religion en politique, pas de politique en religion. Mais pour tenir cette position, il faut être ferme. Il faut traiter tout le monde de la même manière, ce qui est mon cas. Vous avez peut-être remarqué que je ne suis pas allé à la messe que la République a donnée à la mémoire du président Jacques Chirac, mais j'ai participé à la cérémonie à l'Assemblée nationale, par respect pour sa mémoire, bien sûr. Mais je refuse le fait que la République, dorénavant, chaque fois qu'il y a un chef d'État qui décède, ou un ancien chef d'État, nous convoque dans les églises où nous n'avons rien à faire. De la même manière... C'est Jacques Chirac, mais bon. Non, mais... Ce n'est pas que Jacques Chirac, on a fait la même chose au moment du président Mitterrand à Notre-Dame. Non, il avait dit une messe sera possible. Non, mais ça le concernait lui en tant qu'individu. Monsieur Tabar, je crois qu'on peut s'entendre, vous et moi, ce qui est assez rare, pour dire que la République ne va qu'à la condition d'être strictement laïque, c'est-à-dire de séparer la religion de la politique. Le communautarisme dans notre pays, lorsqu'il existe, il peut avoir deux racines. Bon, il y a le communautarisme qui pose de problèmes à personne. Les gens qui disent, bah nous sommes, je sais pas quoi, moi, la communauté des Bretons. Bah c'est pas un problème. Là, on parle des mais là où on parle de gens qui font de leur communauté un outil politique. Ils veulent en faire un outil politique. Je dis qu'ils veulent parce qu'ils n'y arrivent pas. Alors là, la réponse est non. Mais pour pouvoir tenir bon, pour que la République soit crédible, il faut que tout le monde soit traité de la même manière. Or, l'impression d'une partie de la population, c'est que ça dépend. Et je ne veux pas m'engager à dire ce que je pense de certains communautarismes, et notamment à la matrice de tous les communautarismes dans ce pays, qui est cette association nommée prétentieusement Conseil représentatif des institutions juives de France. Il n'y a pas d'institution juive en République, ni d'institution musulmane, ni d'institution catholique. Par conséquent, moi je suis pour qu'on tienne à distance tous les communautarismes, qui n'empêchent pas les gens de se réunir entre eux. Hein. Je ne veux pas empêcher le CRIF de se réunir ou tel de se réunir. Mais non, n'entrez pas dans la sphère publique, ne venez pas vous mêler de donner des consignes politiques. Mais il faut combattre le communautarisme islamiste. Pardon ? Est-ce qu'il faut combattre le communautarisme islamiste ? Il faut combattre tous les communautarismes, monsieur Tabar, je viens de vous le dire. Et en particulier celui-ci ou celui-là, non, je ne le dirai pas. Je dirais il faut combattre les communautarismes. Mais comprenez, qu'est-ce que c'est que le communautarisme ? Pour aller à une définition qui mette tout le monde à l'aise. Hein, c'est quand des individus qui participent à une communauté disent qu'au nom de leur appartenance à cette communauté, ils font l'objet de droits spéciaux opposables à la loi.
Eh bien ça, non. En République, la loi est la même pour tout le monde et elle s'applique à tout le monde. C'est pourquoi je fais toujours très attention de ne pas donner le sentiment d'être unilatéralement déséquilibré contre ceci ou contre cela, même si, de toute façon, chacun de ces communautarismes m'inspire une très grande méfiance et je suis pour les combattre. Vous voyez, moi je prends le risque de le faire. Hein. Tout le monde n'a pas ce courage-là. Jean-Luc Mélenchon, 2 dernières minutes, 2 images d'actualité que nous avons sélectionnées. Le Sahel, Emmanuel Macron annonce l'envoi de 220 soldats supplémentaires pour renforcer la force Barkhane. Au mois de novembre, vous aviez pointé du doigt la nécessité de cette opération au Mali. Votre réaction? Je salue les soldats qui exposent leur vie au service d'une cause confuse. Parce que quels sont les objectifs de la France? Nous y sommes. J'entends bien, mais nous ne sommes pas chez nous. Quand en repartirons-nous? Quelles en sont les conditions politiques? Le président ne l'a jamais dit. Et c'est pourquoi je considère que c'est là une expédition tout à fait malheureuse et qui se déroule fort mal, puisqu'on a le plus grand mal à faire vivre une coalition de pays, parce qu'on a le plus grand mal à venir à bout d'à peine 1500 personnes armées, c'est de ça dont on parle, et qu'on qualifie de terroristes dans un mélange où il y a les trafiquants de cigarettes et de drogue, des pasteurs nomades avec leurs troupeaux, et de vrais terroristes, mais au sein d'une force armée qui est alimentée par les finances de certains pays qui les payent, parce que ne croyez pas que ceux qu'on combat s'arment tout seuls, trouvent tout seuls leur voiture, leur essence et le reste. Il y a donc des gens qui payent. Qui sont-ils? Ça nous intéresse. Et les Émirats du Golfe ont souvent un rôle extrêmement ambigu, et je reproche au président de ne pas nommer l'origine de nos adversaires. Qui paye? C'est ça la question. Et à quelles conditions repartirons-nous de là? Parce que nous ne sommes pas chez nous. Et notre relation à l'Afrique et aux peuples africains ne peut pas se résumer à cette présence militaire qu'ils ressentent aujourd'hui, il faut dire comme c'est, malheureusement pour nous, alors que ce sont les nôtres qui meurent, et ressentis quasiment comme une occupation. C'est insupportable, donc il faut changer la politique. Jean-Luc Mélenchon, je sais que c'est difficile, on a 20 secondes, j'essaye quand même. L'Iran, dernière image de cette émission. Les États-Unis, l'Iran, tension, vous les craignez, que craignez-vous? Eh bien, voici ce que j'ai à dire. Je rends les États-Unis d'Amérique totalement responsables de la tension qui s'est créée dans cette région. Parce qu'ils ont quitté l'accord sur le nucléaire et parce qu'ils ont procédé à des assassinats ciblés absolument irresponsables. Mais pour autant, je ne voudrais pas d'une quelconque manière disculper le régime iranien de ses 2 tares fondamentales. La première, c'est que c'est un régime religieux. Pas de religion en politique. Et il y a des élections en Iran, mais pour pouvoir être candidat, il faut que les curés soient d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et deuxièmement, l'Iran prétend, ses gouvernants actuels, détruire l'État d'Israël. Ce qui est un projet insupportable, qui à lui seul crée une tension incroyable dans cette région, et évidemment favorise les extrêmes de l'autre côté en disant, puisqu'ils veulent nous détruire, on s'organise. Donc nous devons fermement condamner ces 2 personnages que nous avons là sur votre écran, comme étant des fauteurs de guerre. Et nous autres, les Français, nous devons être des non-alignés. Si nous voulons être entendus, ni alignés sur les uns, ni alignés sur les autres. La parole de la France. Jean-Luc Mélenchon, merci beaucoup d'avoir été notre invité dans Toute franchise ce soir. Merci beaucoup à vous, Guillaume.